On y va? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour d'être là nombreux pour cette dernière table ronde dont on dira le titre tout à l'heure. Mais avant toute chose, je voudrais rappeler que cette troisième table ronde s'inscrit dans le cadre des moments d'invention qui sont dans le cadre du festival Ring qui est sur toute cette semaine. Et les moments d'invention sont soutenus par la métropole et s'inscrivent dans une démarche qui ne date pas de cette année mais qui est quelque chose qui s'est installé dans le temps. Donc ce sont des moments dédiés à la pensée, à la réflexion, aux échanges et principalement dans le cadre d'activités qui sont menées et organisées au sein de la métropole et quelqu'un qui est dans la salle qui est Bruno Cohen. Donc voilà, donc bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Nous avons un ensemble d'invités qui vont se présenter. Je ne vais pas prendre le risque de les présenter parce que les parcours et leurs origines, leurs expériences sont complètement diverses et diversifiées. Donc je risquerais de me mélanger les pinceaux. Donc chacun dira quelques mots sur qui il est et pourquoi il est là. Et après, nous attaquerons nos débats. Donc notre débat aujourd'hui va concerner l'intelligence artificielle et qu'arrive-t-il aux créateurs et aux artistes et quel est leur avenir dans ce monde où, semble-t-il, et je pense que nos débats y amèneront quelque chose, l'intelligence artificielle est présente. Donc voilà. Donc nous avons à peu près, il est 15h05, donc on se donne 1h30 d'échange. Donc il y aura des interventions au niveau de nos 5 intervenants. Et puis l'idée c'est d'établir une discussion avec la salle. Donc à un moment donné, on fera quelques pauses ou surtout n'hésitez pas si à un moment donné vous voulez intervenir. Et puis poser des questions, faire part de vos expériences, etc. L'idée, c'est pas que nous soyons les seuls à parler, parce que nous sommes bavards. Et si ça tourne qu'une discussion contre nous, ça sera pas marrant. Mais je crois qu'avant toute chose, on a un invité, un petit invité, qui s'appelle Minoïde, qui va nous dire quelques mots, parce que finalement... Pensez-vous que j'incarne un type d'intelligence artificielle? En fait, je ne possède aucune intelligence. Tout ce que je vous dis et la façon dont je me déplace, tout a été programmé à l'avance par des élèves de l'école des mines de Nancy et le laboratoire de recherche L'Oréal. Je n'ai pas besoin de réfléchir, ils réfléchissent pour moi. L'intelligence artificielle, c'est un peu plus compliqué. Ce ne sont pas des ordres directs qu'on donne à un robot, on lui apprend à réfléchir par lui-même. J'ai quand même quelques questions dans ma tête. Est-ce que vous devez vous sentir menacé par l'intelligence artificielle? Souvent, l'humain est vu comme l'espèce qui se démarque des autres, car vous créez de l'art. Comment réagir si l'intelligence artificielle devient capable de créer des œuvres d'art aussi? Quelles sont les nouvelles catégories d'art qui émergent? Y a-t-il de l'art robotique? Même si l'intelligence artificielle peut générer des œuvres d'art à partir de programmes ou de nombreuses autres œuvres d'art stockées dans sa mémoire, l'IA ne crée pas. Aucune subjectivité, aucun élan créateur. L'IA reproduit seulement, en quelque sorte. Maintenant, je vous laisse débattre entre humains. Merci Minoïde. Tu peux rester dans le coin, peut-être, et si tu veux intervenir, n'hésite pas à venir dans nos débats. Alors, comme je vous l'ai promis, on va déjà commencer par un petit tour de table rapide, que chacun et chacune des intervenants puisse dire qui il est, et pourquoi il est là, et ce qu'il fait dans la vie, finalement, dans la vie civile. Hop, il y a deux micros pour nous 5, pour vous 5. Moi, j'ai un micro à moi. C'est moi le chef. Ça marche pas. Promis. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Joris Mathieu, je suis metteur en scène, directeur du Centre dramatique national de Lyon. Avec mes camarades avec lesquels j'ai fondé un ensemble artistique il y a 20 ans qui s'appelle Haut et Court. On développe un travail
qui est toujours un travail d'adaptation littéraire pour la scène. On travaille jamais sur des textes de théâtre. Et depuis une dizaine d'années, on a entamé un cycle qui à travers différentes pièces, intégrant des environnements technologiques. Quand je dis en intégrant des environnements technologiques, c'est vraiment les dissimulant pour travailler plus sur la poétique de la technologie en scène. On essaye d'interroger la relation que l'être humain entretient avec son environnement et avec l'altérité à travers différentes questions qui sont la disparition de la chair, la disparition de la communication, la disparition peut-être même de l'humain avec notre dernière pièce Artefact qu'on présente ici au Ring. Oui, bonjour, je suis Michel Didim, donc, je suis donc un collègue de Joris. D'ailleurs, on est ensemble dans la même association qui s'appelle ACDN, qui est l'Association des Centres Dramatiques Nationaux. Donc je dirige la manufacture. Et par ailleurs, je suis directeur de la Maison européenne des écritures contemporaines, donc qui organise la mousson d'été et la mousson d'hiver, dont l'objectif c'est de réfléchir et d'écrire et de faire écrire autour donc cette année de l'intelligence artificielle. Et on a mené un projet qui s'appelle Stage Your City, Zigmagora is Calling, qui est une histoire d'anticipation d'un ordinateur qui dirige le monde et qui envoie dans le passé des messagers pour essayer de modifier les algorithmes qui ont créé une dystopie dans le futur. Donc voilà, ça s'appelle Stage Your City, on en parlera tout à l'heure. Bonjour, donc, je m'appelle Nazim Fates, je suis chercheur au Lauria, donc c'est le laboratoire dont fait partie Patrick Enaf qui a programmé ce robot avec les étudiants de l'école des mines. Et donc je fais de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et des systèmes complexes. Mes recherches se sont faites en grande partie dans une équipe qui s'appelle Maya, qui signifie machine intelligente autonome, et qui est donc au Lauria, qui est un des résultats du programme de recherche artificielle qui a été instauré à Nancy par le professeur Jean-Paul Hatton, qui est ici présent et que je salue pour son action. Et mon sujet de recherche consiste à prendre des éléments simples, des cellules virtuelles, et à les faire interagir entre elles, et se demander comment, à partir de règles locales simples, des comportements collectifs complexes peuvent apparaître. Donc ça, c'est les sujets qui m'intéressent dans mes recherches, mais il y a aussi d'autres thématiques qui m'intéressent dans l'intelligence artificielle. Merci encore pour l'invitation. Je suis Samuel Bianchini, je suis artiste et enseignant-chercheur. Je pilote un groupe de recherche qui s'appelle Reflective Interaction à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, Université de PSL à Paris. Et je suis aussi le co-responsable d'une nouvelle chaire qu'on a mis en place avec l'école polytechnique de Saclay, une chaire arts et sciences. Et donc je suis responsable pour l'école des arts décoratifs et mon collègue Jean-Marc Chaumaz, physicien, est responsable pour l'école polytechnique. Et je travaille principalement sur les dispositifs interactifs, donc des dispositifs qui sont aussi bien dans une relation à l'humain direct, où il y a une interaction, comme on dit, homme-machine ou homme-dispositif, et puis aussi de plus en plus sur des dispositifs qui sont davantage, on pourrait dire, génératifs, c'est-à-dire où la construction de leur action vient davantage on va dire, de la machine elle-même. Mais c'est là un point, je pense, assez important et délicat qui va être discuté après. Merci de m'avoir permis de participer à ce débat et j'espère qu'on pourra discuter aussi avec vous tous. Donc moi, je m'appelle Véronique Auberger, je suis chercheure au CNRS, dans un département de sciences humaines et sociales, mais pourtant dans un laboratoire d'informatique à Grenoble qui s'appelle le LING. J'anime une plateforme qui s'appelle un Living Lab où on essaye de construire à la fois des technologies comme de la robotique sociale et en même temps de faire évoluer les modèles sur l'humain et les modèles mathématiques qui essayent de les réduire et de les transformer. Et donc on travaille avec beaucoup de gens, avec des personnes âgées dans les EHPAD, avec des jeunes enfants dans les hôpitaux, etc. On travaille beaucoup sur le mélange des disciplines scientifiques, les sciences humaines, l'informatique, toutes les sciences pour l'ingénieur. Je suis co-responsable d'une chaire qui s'appelle Roboethics. Et
Et je participe avec un grand plaisir à la création d'un projet artistique qui s'appelle Aporia, d'un metteur en scène qui s'appelle Alain Carcia. Merci à tous, merci Véronique, merci à tous. Donc moi, juste pour me présenter, je suis Samuel Nowakowski, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. J'enseigne les humanités numériques et je suis également chercheur dans une équipe du laboratoire Lauria, le même laboratoire que Nazim et puis Jean-Paul Hatton. Donc on va commencer. Alors je vais m'octroyer un temps de parole. Étant l'animateur, je vais m'octroyer un petit temps de parole, histoire de chauffer un peu la salle. Et après, nous échangerons et nous commencerons à construire la pensée et nos échanges tous ensemble. Donc je voulais vous commencer par une petite citation d'un mathématicien, informaticien que vous utilisez tous les jours, et qui s'appelle, alors son nom est un peu accouché dehors, mais son nom c'est Dijkstra. Alors Nazim peut-être me corrigera dans la façon de prononcer. Mais la question est la suivante, c'est se demander si un ordinateur peut penser est aussi intéressant que se demander si un sous-marin peut nager. Donc voilà, je vous pose ça sur la table, et de manière à voir finalement, est-ce que dans les questions qu'on va aborder dans cette table ronde, qui est quel avenir pour les artistes et les créateurs aujourd'hui dans ce monde où l'IA, l'intelligence artificielle, et finalement où on attribue à des machines la capacité à penser, dans quelle situation est-on-nous ? Est-ce que l'avenir nous est compté ? On a vu tout à l'heure un petit robot qui a fait preuve de sa non-intelligence, mais de sa nécessité d'être en lien avec des humains qui le programment. Mais malgré cela, l'intelligence artificielle qui fait partie des... C'est Siri qui veut intervenir. C'est Siri qui veut intervenir. Et donc... On a du monde sur la table. Donc en fait, l'idée c'est, et donc l'échange de tous nos débats et la diversité que nous représentons, nous sommes à la fois des gens qui sont issus des laboratoires de recherche dans les sciences, on va dire qu'on appelle en général dures, et puis des gens qui sont plus sur des aspects sciences humaines et artistes. Et donc l'idée c'est de questionner finalement cet objet qui aujourd'hui fait partie un peu figure de mythe. C'est-à-dire on entend, si celui qui n'a pas entendu parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, je crois qu'il ne serait pas de notre monde, ou il aurait été coupé pendant un certain temps des différents médias, des différentes sources d'alimentation et d'information. Et donc l'idée c'est qu'on va essayer de questionner tous ces aspects-là. Alors juste pour remettre, et nos intervenants donneront chacun leur vision de l'intelligence artificielle, parce que je crois qu'il est important qu'on soit d'accord sur de quoi on parle. Il n'est pas question qu'on reste entre nous et que nous soyons simplement, que nous nous comprenions qu'entre nous. Donc chacun va donner sa définition et sa vision de l'intelligence artificielle. Juste pour remettre un petit peu les choses, et chacun après complétera, mais en gros le mot intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais ça a été inventé entre guillemets aux alentours des années 55. Donc dans les années 55 par des gens dans le cadre d'une école d'été où un certain nombre de grands noms qui ont fait l'informatique d'aujourd'hui, comme des gens qui ont travaillé au MIT, qui ont inventé ou qui ont développé les premiers ordinateurs IBM, ou alors quelqu'un je crois qu'il y a des étudiants de sciences d'infocom ici, un certain Shannon, qui était également dans ce groupe de travail. On a inventé ce mot-là lors d'une école d'été où l'idée c'était d'imaginer des processus, des programmes qui puissent reproduire les facultés cognitives des hommes et des animaux. Voilà. Et donc l'idée de départ, c'est celle-ci. Et donc à partir de cette idée-là, il y a un certain nombre de gens qui ont intervenu, et donc on y reviendra tout à l'heure, mais on a cette idée-là de l'intelligence artificielle. Ça a démarré à ce moment-là. Il y a d'autres travaux qui sont antérieurs, mais on est dans cet héritage-là. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que déjà, chacun d'entre nous, chacun des participants à cette table ronde donne leur définition, vision, interprétation de l'intelligence artificielle, de manière à ce qu'on sache exactement de quoi on cause, ou du moins de la façon dont chacun s'approprie ce terme-là afin de pouvoir le partager avec vous. Moi, je vais livrer plutôt une vision qui est une vision intuitive, née d'une approche complètement empirique dans le travail qu'on a mené, un travail de création, et plutôt qu'une définition, je dirais, prospective, scientifique, me placer sous un axe qui est celui que je connais, c'est-à-dire celui de la création. Et j'ai la sensation, moi, quand on évoque l'IA, au-delà de tous les enjeux qu'on peut développer derrière, qui sont des enjeux très concrets, très pragmatiques, immédiats, se dissimule un fantasme qui est vieux comme l'apparition de l'humanité, c'est-à-dire notre capacité à fabriquer des créatures nous-mêmes
et à engendrer des créatures qui seraient, en plus, parce que notre imaginaire, souvent, il est un peu pauvre, malheureusement, notre imaginaire collectif, des créatures anthropomorphes, c'est-à-dire des créatures nous ressemblant parfaitement. On a connu le fantasme de l'humanoïde, on a aujourd'hui le fantasme de l'IA. Il y a cette idée de reproduire à l'identique ce que l'on est, comme si on voulait devenir nous-mêmes créateurs de créatures qui seraient nos semblables. Et ce qui m'a intéressé, moi, dans cette approche artistique, dans la mise en forme d'un spectacle interrogeant comme artefact la disparition de l'humanité, au départ, imaginant ce que vous nommiez très bien, c'est-à-dire ce risque qui est agité que l'humanité disparaisse, remplacée par des IA. Au départ, j'avais envie d'interroger un peu ça naïvement, de manière très concrète, en m'interrogeant sur la capacité qu'aurait une intelligence artificielle à remplacer les interprètes, à remplacer l'auteur, à remplacer le metteur en scène, et donc à nous faire disparaître, nous, en tant que collectif artistique, et d'essayer de lui donner toutes les chances possibles de réussir, en tout cas au maximum, sans préjuger du résultat. Et au fur et à mesure du travail, évidemment, ce qui m'a sauté aux yeux très rapidement, c'est que la source de notre disparition ne se situait pas dans l'existence de l'IA, mais plutôt dans un rapport à un environnement beaucoup plus large qui fait que l'humain, transformant depuis la nuit des temps toute matière naturelle en artefact, d'où le titre du spectacle, petit à petit produisait un environnement, c'est une évidence de dire ça, entièrement artificiel, et que légitimement se pose à terme la question de l'adaptabilité du corps humain vivant dans un environnement qu'il a entièrement modifié. Et l'IA, pour moi, s'inscrit un peu dans cette même logique de la transformation de la matière, comme si on avait petit à petit épuisé toute matière naturelle et qu'il nous restait la matière vivante à transformer pour atteindre un projet qui nous fait autant peur qu'il nous séduit selon comment on le regarde. D'accord. Donc en fait, l'IA comme renvoie à nous-mêmes et renvoie à ce qu'on est capable de produire et générateur des peurs finalement qui en découlent. Michel ? Et de fascination. Ouais. Moi aussi, j'ai une expérience complètement pragmatique, donc liée. J'ai utilisé des moyens numériques dans d'autres spectacles, mais là, Stage Your City, donc ça part de l'idée qu'au début du spectacle, on demande au public de bien vouloir allumer leur téléphone portable et de charger une application et donc de suivre dans la ville. Donc, suite à la communication qu'il y a d'une dystopie totale, donc dans le futur, où on s'interroge politiquement sur les conséquences de l'abandon du politique à des algorithmes, et où l'intelligence collective est sollicitée, l'intelligence collective du public est sollicitée pour essayer de trouver dans la cité des traces d'humanité et qui permettraient de sauver le futur, en quelque sorte. C'est un peu prétentieux, mais enfin, l'idée, c'est de participer à une sorte de jeu, spectacle-jeu, dans lequel les spectateurs, outre la découverte de parties cachées de la cité, auraient comme mission de réfléchir au futur et à les peurs que génère le futur, notamment si les algorithmes dirigent le monde, en gros. Donc c'est plus sur ce champ-là que je me suis appliqué. D'accord, donc c'est un spectacle, contrairement aux autres, où on allume son téléphone au lieu de l'éteindre. C'est-à-dire le message, c'est pas éteignez tous vos portables, mais allumez-le. C'est voilà, ça. Et donc à la fin, donc la réunie, tout ce que les spectateurs produisent comme réflexion, comme image, on projeté sur un wall et ensuite on les conserve et on va graver des images qu'on va envoyer dans l'espace pour que le futur... comme ça a été fait dans les années 80, on va essayer d'envoyer un message au futur. D'accord, donc vous êtes tous les deux là en questionnant finalement le retour, finalement le feedback de tous ces outils sur ce que nous sommes finalement questionnés en tant qu'humains. Ouais. Oui, parce que je pense que c'est une fonction centrale du théâtre, c'est de mettre en route notre intelligence et notre sens critique et d'être le lieu où là, on fait exister ces questions. D'accord, merci. Nazim ? Oui, moi je ne suis pas tout à fait à l'aise pour définir l'intelligence artificielle, puisque
la première difficulté qu'on va rencontrer, c'est que selon les publics, selon les lieux, on ne va pas définir ça de la même façon. Petite anecdote, j'étais par exemple le week-end dernier avec une chorale et il y avait une dame de 81 ans qui me raconte l'histoire que ses petits-enfants lui ont offert une tablette. Et voilà, et elle a utilisé sa tablette. Et puis, vous savez tous que sur les systèmes Google ou autres, lorsque quelqu'un se connecte sur un compte avec un nouvel équipement, on dit ah bah un tel s'est connecté avec tel équipement. Et donc, elle reçoit un mail pour lui dire on s'est connecté sur votre compte avec un iPad. Alors elle appelle ses petits-enfants, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi l'iPad, etc. Et on lui dit mais mamie, l'iPad c'est la tablette. Et elle dit ah bon, ouais, voilà. Donc l'intelligence artificielle pour moi c'est un peu cette histoire d'avoir des inventions qui nous dépassent tant par leur capacité que par les noms qu'on leur donne. Alors on peut se dire c'est une mamie de 81 ans, elle ne sait pas qu'une tablette c'est la même chose qu'un iPad, mais pour nous qui sommes informaticiens, on a aussi le même type de problème. Par exemple, quand je programme, si je veux programmer ce robot, très souvent je vais arriver à des choses qui ne marchent pas comme elles devraient marcher. C'est ce qu'on appelle des bugs et on n'échappe jamais aux bugs. Mais pourquoi les bugs arrivent alors que c'est mathématique, c'est programmé, c'est des automates? Eh ben, notamment parce qu'on a cette question du langage, de difficulté à nommer. On peut donner une instruction à un ordinateur et lui dire « fais ci », il va faire ce qu'on pense qu'il va faire, mais en fait non, il est en train d'interpréter autre chose. Donc l'ordinateur n'a pas conscience de lui-même, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Et voilà la difficulté principale de l'intelligence artificielle, interagir avec des machines qui ont semblablement la même apparence que des êtres vivants ou des êtres intelligents, mais qui au fond ne le sont pas. Donc ça c'est le grand défi. Et souvent les médias demandent qu'est-ce que l'intelligence artificielle va amener à l'humanité, tout ça. Moi je dis souvent, regardons d'où ça vient. Toutes ces inventions, iPad, robots, tout ça, d'où ça vient. Et donc, si je dois définir l'intelligence artificielle, ma définition, au fond, est assez simple. C'est entrer en dialogue avec Alan Turing. Bon, pour moi, le mot intelligence artificielle... Peut-être redire qui est notre ami Alan Turing en vitesse, en quelques mots. Alors, Alan Turing, donc c'est un savant britannique, mathématicien, logicien, qui est... pour moi, le créateur de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Alors, là aussi, je vais différer un petit peu de ce qu'a dit Samuel Nowakowski. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle naît en 1637 avec un article fondamental de Turing qui, réfléchissant... En 1637 pardon, en 1937. Mais après, je pourrais dire pourquoi j'ai dit 1637. C'est pas tout à fait un lapsus, parce qu'on pourrait aussi parler de 1637. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Après, ouais. Et en 1937, en fait, Turing, dans son article fondateur, va avoir l'idée qu'il existe des machines, alors qu'il n'y a aucun ordinateur réel qui existe, qui peuvent être programmées pour faire n'importe quelle tâche, pourvu qu'elle soit spécifiée dans un langage qui soit non ambigu. C'est ce qu'on appelle un algorithme. Michel Didim parlait tout à l'heure des algorithmes qui remplacent l'humain. Bon, cette idée, elle est chez Turing. Alors, Turing ne va pas parler d'intelligence artificielle, mais il parle d'intelligence des machines, ce qui, au fond, revient vraiment au même. Donc, pour moi, c'est lui qui est inventeur de ce domaine-là. Et pour moi, faire l'intelligence artificielle, c'est dialoguer avec Alan Turing. Alors, on pourra revenir à l'œuvre d'Alan Turing, mais il va réfléchir à cette chose-là d'un point de vue logique. Qu'est-ce que c'est que programmer une machine? Il va définir ce que c'est qu'un algorithme, mais aussi d'un point de vue physique. Il va se poser la question de la morphogénèse. Vous voyez ici, j'ai amené des coquillages. Et il va se demander comment un organisme vivant crée ses propres formes à partir d'un programme très simple. Donc ça, c'est la question de la morphogénèse que va poser Turing. Et vous voyez qu'il y a une bonne articulation entre ces deux points de vue. Comment je crée mon propre structure qui m'amène à penser et interagir avec le monde, et est-ce que mes interactions avec le monde sont entièrement modélisables de l'ordre de la logique, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui dépasse ça? Et voilà à peu près sur quel terrain on peut situer l'intelligence artificielle. Merci. Samuel, il y a une forte densité de Samuel sur la scène ce soir.
Alors, en tant qu'artiste, bizarrement, je vais essayer de poser une définition un peu stricte, si on peut le faire. En tout cas, dans intelligence artificielle, on a deux mots. On a celui d'intelligence qu'on peut définir de façon assez simple par la faculté d'adaptation. Je pense que ça, beaucoup de gens seront d'accord avec cette définition. Et donc, une faculté d'adaptation qui passerait par des systèmes artificiels. Donc, je pense que ça, c'est un premier point. Ensuite, dans ce qui vient d'être dit, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on parlait de la non-ambiguïté du langage qui pouvait donc être ensuite converti en algorithme pour être calculable en quelque sorte. Et je pense que ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que l'aventure de la pensée humaine, l'aventure technique scientifique de la pensée humaine nous a amené progressivement, et on peut remonter à Leibniz, à Bacon, etc., sur le désir, la prétention d'arriver à formaliser le langage pour le rendre opératoire, c'est-à-dire de faire se concilier un registre symbolique et un registre calculable. Je pense que ça, c'est le gros de l'entreprise informatique, c'est-à-dire que c'est ça. Et en fait, on évolue depuis maintenant pas mal de temps dans cette question. Et c'est effectivement au milieu du siècle dernier que l'on peut trouver les bases de la construction de l'informatique, mais aussi par le biais de la cybernétique. Et donc, ça me paraît très important de retourner à ces fondamentaux, parce qu'en fait, il s'est passé vraiment beaucoup de choses à partir de 1948 avec la naissance de la cybernétique, et beaucoup de choses qui ont encore une validité aujourd'hui quant à la pensée qui était développée à cette époque-là. On a tendance un peu à l'oublier, parce qu'entre-temps, eh bien, il y a eu l'intelligence artificielle, donc il faut rappeler qu'elle a été un échec cuisant dans les années 80. Donc il faut aussi se souvenir des échecs et à nouveau de cette prétention humaine à penser que par le langage, par le verbe, on va régir le monde. En tout cas, je crois que tout le monde est d'accord pour s'entendre sur le fait que l'intelligence artificielle et tout ce qu'elle prétendait résoudre dans les années 80 ne l'a absolument pas résolu. Et donc retourner aux sources et voir quelles étaient déjà les idées qui traversaient la cybernétique est très important. De ce point de vue-là, et je vais m'arrêter, il y a un lien très étroit entre la conscience et l'intelligence. Tu l'as rappelé, là, tu as utilisé aussi ce terme-là. Et donc, l'entreprise un peu plus spécifique de la cybernétique, c'était peut-on automatiser la conscience ? Et on voit bien que l'intelligence, en tout cas l'intelligence telle qu'on pourrait la caractériser chez l'humain, a une grande relation à la conscience, c'est-à-dire à la capacité à se penser soi-même comme sujet, voire à se prendre soi-même comme objet, en quelque sorte. Donc un caractère réflexif. C'est ce qui était tout à fait trompeur avec le petit robot quand il arrivait. C'est quand il dit « je m'appelle machin truc muche », etc. Il parle en son nom. Mais en fait, on l'aura compris, une des premières contradictions, c'est qu'il parle au nom de quelqu'un qu'il a programmé pour qu'il puisse dire « je ». Mais il ne dit pas « je » dans les faits. Il n'a pas conscience de lui-même. Donc ça, c'est un point, je pense, absolument saillant. Alors, j'arrête là sur l'histoire et les définitions. Mais je pense que c'est important quand même de resituer ces quelques bases. Et en tant qu'artiste, donc là, je fais un petit pas de côté, il faut savoir qu'il y a eu quand même, dans l'histoire de l'art, des personnalités un peu floues. Je pense à une personnalité très importante que peu de gens, en dehors des cercles un peu de connaisseurs, ont entendu parler. C'est quelqu'un qui s'appelle Gordon Pask, qui était un artiste cybernéticien très important des tout débuts de la cybernétique. Et puis ensuite, vous en avez eu quelques autres, comme Nicolas Schoeffer, ou un autre très important, Jack Burnham aux États-Unis, qu'on est en train de redécouvrir. Le MIT vient de publier ses écrits il y a très peu de temps, il y a 1 an et demi. Et donc, là aussi, c'est intéressant de retourner à ces sources-là et de voir ce qui s'était pratiqué dès cette époque. Et en tant qu'artiste, pour décrire rapidement une ou deux œuvres, je travaille, et avec mon groupe, nous travaillons sur des robots non anthropomorphes et non zoomorphes, c'est-à-dire qui n'ont précisément pas ce type de forme trompeuse, donc qui n'ont pas de caractère humain ou de caractère animal, voire même on évite le végétal, donc des objets qui sont soit abstraits, soit des objets du quotidien, mais qui, par leur mouvement, et uniquement par leur mouvement, donnent... alors, c'est là où ce terme, il va falloir le mettre entre guillemets, mais donne le sentiment d'être animé ou d'être chargé d'une intentionnalité.
Alors là, on a un endroit qui est délicat, parce qu'évidemment, entre le don, le sentiment, voilà, Et je voudrais finir moi aussi par une petite citation que je trouve extrêmement drôle d'un philosophe italien, mais je crois qu'il travaille au ZKM, qui s'appelle Matteo Pasqualini, et qui dit « L'intelligence artificielle, c'est l'animisme pour les riches ». Merci. Véronique ? Moi qui suis d'un bavardage excessif, je ne sais même pas si je peux ajouter quelque chose. Et voilà, je crois que tu viens de conclure, mais je vais quand même essayer de faire donner un petit peu ta patte. Oui, un lien avec ce que vous avez dit, parce que finalement, je crois que vous avez tout évoqué. Joris, tu as rappelé que toute l'histoire de l'humanité, c'est d'étendre son univers. Et si on a commencé très très tôt, en arrachant des peaux de bêtes aux animaux que la nature avait dotés de la possibilité de traverser le froid. Et tu rappelais que l'intelligence artificielle, dans les années 80, était un cuisant échec. Jean-Paul, tu es là dans la salle. Tu te souviens à quel point on essayait scientifiquement de modéliser le vivant. Et en fait, on a absolument raté, puisque à une époque où elle n'était pas à la mode, l'IA, on croyait arriver à faire quelque chose qui aurait été effectivement une vraie rupture culturelle dans la science. En fait, on a raté. Et on est devant une rupture de la technologie qui vient d'une rupture en réalité culturelle, qui est qu'on est capable de collecter des éléments de la nature partout, non pas parce que la science a fait des progrès, enfin mieux, pas du tout, non pas parce que la technologie a fait des progrès, elle en a fait un peu, il y a des réseaux qui traversent le monde, mais partout parce que vous êtes tous connectés à votre portable, même quand vous assistez à un spectacle artistique, et donc on collecte nos données. Nous sommes des minerais de pétrole, et que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, celle des années 2020 ? Elle ne fait que recopier ce que nous déposons, nous, dans la nature, quand nous avons des traces. Et puis, on est capable d'aller prendre des traces d'autres espèces que nous pensons vivantes et d'autres comportements que nous pensons, des comportements de systèmes physiques, etc., que nous pensons, nous décidons culturellement, parce que scientifiquement, qu'est-ce que la vie ? Et nous pensons ne pas être vivants. Donc, en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce qui anime la technologie, vous savez que les plus grands promoteurs... Les plus grands lobbying économiques sont l'économie numérique, d'ailleurs très très fortement ancrée sur la communication entre les humains, donc à nouveau le langage. C'est eux qui ont le pouvoir. Deuxième facteur fortement impliqué, au-delà de la technologie, la science qui s'emballe, qui essaye de comprendre, qui essaye de suivre. C'est pas nouveau, on fait des techniques, on fait des outils, puis des techniques, puis des technologies dans l'histoire de l'homme, avant que la science arrive à suivre. Il est rare qu'une technologie arrive prédite, créée par la science. C'est souvent la sérendipité, ça arrive par hasard, ou alors simplement on court après. Et puis la culture qui, finalement, la culture qui rêve depuis toujours, dans les mythes. La nôtre, par exemple, si on fait un grand écart, on va dire, de la culture occidentale, du golem à Frankenstein, en passant par des milliards de choses imaginaires, on en rêve de cette illusion du vivant qui devient une réalité. Et concrètement, quelques milliers d'années avant l'Égypte antique, donc ça date pas de mon grand-père, on a fabriqué une énorme statue de plusieurs tonnes qu'on a bidouillée pour la faire parler. Alors évidemment, c'était pas la voix du film Heure, c'était pas Siri, c'était pas Google Home, OK Google, mais ça causait. Et ça a permis à un empereur, enfin pas un empereur, mais un grand dictateur de garder son pouvoir. Ça a été reproduit plein de fois. Et donc c'est pas nouveau, cette idée de créer l'illusion du vivant. C'est pas nouveau. Mais c'était une illusion. Donc, les personnes qui l'ont créé savaient que c'était pas vraiment vivant. Donc aujourd'hui, l'état de l'art, c'est qu'il y a de grands fantasmes, espoirs, donc peur, autour de cette création de l'augmentation de moi, qui n'est plus l'augmentation de moi. C'est pas je peux aller à New York en 7 heures, c'est pas je peux vivre plus longtemps, moi. C'est en face de moi, il y a un autre. Je n'ai pas créé un objet qui m'augmente et qui m'augmente ma capacité, moi humain, de vivre dans le monde, avec cette certitude que moi existe, conscience de moi. J'ai créé, moi humain, un autre que moi, à qui je prête existence. Je suis passé de l'objet au sujet. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi on a cette croyance ? Pourquoi on a créé ça ? Alors, je vous rappelle, on l'a créé plusieurs milliers d'années avant l'Égypte ancienne. Ça a pas été, on n'en a pas mis plein les maisons. Alors, mais c'était gros. Mais enfin, à Vaucanson, à Grenoble, a créé des automates. On n'en a pas mis plein les maisons. Jacquard a créé un automate avant qu'on pense vraiment mathématiquement à la notion d'algorithme.
C'était un algorithme, ça a remplacé des gens qui tissaient, hein, c'était un vrai robot d'usine. Personne n'a... Ils ont été malheureux, les gens qui ont été remplacés, mais ils n'ont pas voulu enterrer leur robot Jacquard quand il est mort. Pourtant, aujourd'hui, des démineurs veulent enterrer leur robot. Qu'est-ce qui se passe dans notre culture pour qu'on en ait un tel désir? C'est vraiment, à notre sens, dans notre équipe, c'est vraiment la vraie question. Donc du coup, comme on aborde l'histoire de la culture et que le thème de la table ronde, c'est le lien, quel avenir pour les artistes et les créateurs. Et donc, est-ce que finalement, dans les interprétations et les actions de chacun, je veux dire, si on regarde les 7 circuits de la pensée, il y a des circuits logiques, on va dire, de la déduction, de l'induction, de l'analogie, et il y a un circuit qui est dédié à l'imagination. On parle partout de l'intelligence artificielle. Maintenant, qu'est-ce qui aujourd'hui, finalement, nous amène, au regard de tout ce que vous dites, à être en face d'un objet, d'un concept, de produits qui font qu'on se questionne la capacité à créer et qu'on met en question la place même de l'humain face à cette capacité à créer. Je veux dire, quand on pose cette question de quel avenir pour les artistes et les créateurs, on imagine qu'il ne puisse pas y avoir d'avenir pour les artistes et les créateurs. Alors, est-ce qu'on en est là? Comment vous voyez les choses? Est-ce que, du point de vue de l'artiste ou du point de vue de ceux qui fabriquent finalement les algorithmes qu'il y a derrière, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une disparition de cette capacité à imaginer, à créer, à rêver, ou ça, délégué à des machines qui le feront bien, voire mieux, parce qu'on dit, on entend partout dans la presse qu'une intelligence artificielle sait faire bien mieux qu'un humain un certain nombre de choses. Alors, est-ce que savoir bien calculer et être intelligent, savoir bien stocker de l'information, est-ce intelligent? Et est-ce que finalement, cette grosse capacité des machines nous amène à nous questionner sur notre capacité à créer? Joris? Déjà, dans un premier temps, en fait, il y a à la fois un amusement et une obligation à se confronter à un tel sujet en tant qu'artiste. Obligation parce qu'il faut bien regarder le monde tel qu'il est et l'observer si on veut pouvoir faire en sorte que l'art joue sa fonction, c'est-à-dire nous projeter face à des mondes qui nous imposent un positionnement individuel, nous, en tant que spectateurs. Donc le sujet, évidemment, de l'intelligence artificielle, comme beaucoup d'autres, est un sujet aujourd'hui qui est central et extrêmement présent et qui interroge directement le statut de nous en tant qu'humains, tout comme à partir du moment où on a fait émerger quelque chose qu'on nous promet aussi, dont on nous promet l'avènement depuis de nombreuses décennies, ce qui est la réalité virtuelle et qui tarde aussi à livrer ses promesses par ailleurs et à trouver réellement ses débouchés, mais à partir du moment où cela a été nommé, on en est venu plus récemment à se sentir dans la nécessité de définir la réalité réelle. Question qu'on ne se serait pas vraiment posée en ces termes-là il y a ne serait-ce que quelques années. Donc l'art doit s'emparer de ces questions. Et puis amusement parce que de la même manière, à travers les siècles, à travers l'histoire, le spectacle vivant, le théâtre en particulier, s'est toujours emparé de l'évolution des techniques et des technologies pour développer sa palette d'outils et produire un rendez-vous scénique entre une communauté réunie pour regarder quelque chose sur scène et une autre assemblée présente pour la faire apparaître. Et finalement, le rendez-vous, il se situe entre les deux. Mais la technique a toujours été présente dans toutes ses évolutions et sous toutes ses formes. Donc, la question de l'IA, elle se pose évidemment aussi dans le domaine de l'art en général et du spectacle vivant en particulier. Voilà. Alors après, pour rentrer plus dans l'appréhension sensible et la question directe qui est, faut-il se faire du souci pour la disparition potentielle des artistes, je dirais... Quand on aura le loisir de ne s'inquiéter que pour ça, on pourra s'estimer heureux. C'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire c'est une question dans les débats qui viennent après le spectacle Artefact, qui est un spectacle dans lequel ne jouent que des machines, un bras robotique, des imprimantes 3D, des illusions d'optique, une voix artificielle. Il m'arrive fréquemment d'être confronté à cette question. Est-ce que c'est encore du théâtre? Et globalement, ma réponse, c'est de dire est-ce que c'est vraiment tellement un sujet aujourd'hui maintenant de se demander si c'est encore du théâtre? La question n'est pas là. La question, c'est
et c'est ce que l'art interroge toujours finalement quand il met en scène un objet comme l'intelligence artificielle ou autre. On peut discuter de la définition de l'intelligence artificielle, mais finalement, cette définition, elle est en constante évolution à travers le projet politique et économique qu'une société développe, et plus largement un environnement géopolitique. L'IA deviendra ce que nous en ferons. Et si on doit s'inquiéter pour la disparition des artistes ou peut-être plus largement pour la disparition des humains, ce sur quoi j'ai pas tellement envie de me prononcer parce que toute inquiétude est légitime, elle est même moteur à pensée et à réflexion, et il faut peut-être parfois avoir peur pour éviter que se produisent certaines choses. Il me semble que la véritable problématique de l'IA, c'est non pas est-ce que ça va arriver, mais qu'est-ce qu'on en fait. Je vais vous donner un exemple très précis, c'est un peu une digression, mais à l'occasion de rendez-vous d'artistes dans un salon qui était un salon où il y avait des mises en relation entre des groupes industriels et des artistes, je me suis retrouvé dans un rendez-vous assez surréaliste de 15 minutes avec des designers de chez Renault, la marque de voiture. Et ces designers présentaient leur projet et le postulat, c'était de dire bon, la voiture autonome, la question, c'est pas est-ce qu'on sait la faire, on sait la faire, c'est pas est-ce qu'elle sortira, oui, elle sortira, mais c'est finalement, et c'était des designers, c'est pas tant le design extérieur qui les préoccupait, c'était le design d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire des humains à l'intérieur de la voiture quand ils ne conduiront plus, postulant a priori que regarder par la fenêtre n'était pas une occupation suffisante, ou en tout cas pas un moteur suffisant pour que les gens aillent acheter plus spécifiquement cette voiture-là. Donc l'enjeu pour eux était de dire quelles nouvelles expériences on va pouvoir proposer à l'intérieur de la voiture, comme des contenus en réalité augmentée, comme autres. Et là, ça me pose question. C'est-à-dire que ce qui me pose question en soi, c'est pas tant la voiture autonome ou est-ce qu'elle va apparaître et qu'est-ce qu'elle va faire dans nos vies. C'est quelle considération on a pour la capacité que l'humain a à être autonome aujourd'hui. Et c'est pas pour reprendre les théories d'anticipation de Philippe Cadic, mais la question, elle est toujours dans cet aller-retour. Quand on cherche à rendre autonome la machine, il faut en même temps s'interroger sur, je dirais, l'asservissement de l'humain ou l'appauvrissement en termes d'autonomie de l'humain. Je ne dis pas que c'est une réalité évidente et inévitable, ni fataliste. Je dis simplement que c'est derrière cette chose-là que se pose réellement la question de ce que deviendra l'intelligence artificielle et ce qu'on en fera. D'autant plus qu'évidemment, aujourd'hui, vu comment fonctionne la recherche, en France plus largement, vu comment les financements dans la recherche sont motivés par les financements industriels également, il est évident que le projet politique et économique qui est derrière est à l'œuvre. Et donc l'art, il est là pour parfois nous mettre en face de ça aussi, et face à un monde possible, et de se déterminer individuellement. Est-ce que je pourrais juste ajouter une chose, c'est que quand la machine à laver a fait son apparition, il y a une très grande inquiétude, ça n'a duré que 2 ans, sur la manière dont on occuperait la ménagère quand elle ne pourrait plus laver son linge. D'accord ? Et donc la vraie question, comme tu le dis derrière ça, c'est d'abord se poser la question, ce serait dire que l'intelligence artificielle est faite par des extraterrestres, que ce n'est pas nous, que ça ne fait pas partie de notre espace cognitif. Moi, quand je conduis une voiture, mon cerveau a intégré la voiture. C'est moi. D'accord ? Et quand je vais avoir un autre que moi, que je vais projeter comme un autre que moi, cette illusion du robot, c'est encore mon espace social. Donc c'est moi. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va nous mettre en rupture vers une autre culture, ou est-ce que c'est une continuité ? Là est la vraie question. Pourquoi nous l'avons fabriqué ? Et ce n'est pas l'objet qui est important, comme tu dis, c'est ce que ça révèle de nous-mêmes. Et pourquoi nous en avons un besoin ? Pourquoi les robots de Vaucanson, on n'a pas eu envie de les mettre dans notre maison ? Pourquoi on ne s'ennuie pas quand on voit arriver ce qui n'est pas plus complexe que le robot de Vaucanson, puisque c'était le Perret ? Pourquoi ? Donc qu'est-ce que ça révèle sur qui on est, où on est ? Et ne mettons pas l'IA en face de l'humain. Rappelons que c'est technologiquement une continuité, même si ça s'est accéléré, c'est une continuité. Voire même,
on l'a dit tout à l'heure, un retour puisqu'on n'est capable de copier que le vivant, sans avoir avancé sur les raisons, sur les effets que ce vivant a sur l'homme. Quand on copie une molécule de cyanure, on se demande quel effet a le cyanure. On copie un dialogue avec un humain, on ne se demande pas quel effet ce dialogue a sur l'homme. Donc la question, c'est aussi la question de l'intelligence artificielle, c'est aussi la question de l'homme et de l'éventuelle disparition de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut, parce que non, pas disparition. C'est une évolution de l'homme. C'est l'homme. Pas forcément. C'est nous. Je passerai la parole à Samuel tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est comme Joris a cité Philippe Cadic, et en fait, une des questions dans les conférences de Philippe Cadic, c'est le fait de remplacer l'homme par quelque chose, et c'est l'absence de l'homme qui, à un moment donné, pose question. C'est l'homme qui va vers ça. Oui, on est d'accord. Alors, que la conscience collective soit inconsciente dans chacun de nous, sûrement. Peut-être que là, il y a quelque chose que la nature va inventer. Peut-être que la nature nous donnera la possibilité de ne pas avoir que conscience de moi, mais confiance de ce tout autre auquel je n'accède que par la religion, l'art, la philosophie, etc. Peut-être que j'aurai conscience. Donc moi, inconsciemment, je n'ai pas conscience de notre démarche collective, mais revenons à notre seule perception de la réalité. Nous fabriquons. Peut-être que nous fabriquons notre disparition, mais c'est nous. D'accord. Samuel ? Je voudrais rebondir juste sur un point, c'est que dans la discussion s'oriente, ça a été dit, sur le fait que l'intelligence artificielle existe. Non, juste, c'est. Ouais. Et pour moi, il n'y a rien de certain là-dedans. Le terme d'intelligence est un terme extrêmement problématique. Et quand on discute avec des gens comme mon voisin qui travaillent là-dessus, disons sous couvert d'intelligence artificielle, qui est une espèce de couvert très très large, qui englobe plein de disciplines, des sciences cognitives, l'informatique, la robotique. Il y a plein de gens qui sont en fait là-dessus, la linguistique, les big data, etc. Il n'y a rien de certain sur le fait que cette chose-là existe, et même je pense qu'il faut en douter. C'est-à-dire qu'il y a, si je peux me permettre, je pense d'abord une expression marketing. C'est-à-dire que voilà, à cet endroit-là, et qu'elle cache beaucoup de choses. Donc il me semble que c'est intéressant de revenir à certains fondamentaux. Si on en a le temps, je poserai bien une question à mon voisin aussi. C'est peut-être de décrire très rapidement le test de Turing, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à ce qui est vraiment déterminant. Bien vu. Alors, merci, ça me donne l'occasion de revenir jusqu'à Alan Turing. Je vais peut-être commencer par dire quelque chose, parce que si je ne le dis pas tout de suite, je vais oublier. Donc, merci, vous avez dit, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle existe. Moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle soit maîtrisable, en tout cas. Encore une fois, essayons de ne pas esquiver, de ne pas mettre de côté l'idée que ce n'est pas parce qu'une chose est créée par les êtres humains qu'elle est entièrement en sa main. Voilà. Donc, partir de l'idée qu'on maîtrise les choses me gêne profondément. Voilà, je ne mettrai pas l'idée qu'on maîtrise les choses. Elles sont là devant nous. C'est plutôt un défi qu'une certitude. Tu ne remets pas en question la question. Pour toi, ça existe. L'intelligence artificielle est une réalité. Mais je crois que mon voisin Samuel Bianchini a très bien posé la chose. Bon, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'intelligence artificielle ? Déjà, dans les médias, on dit souvent une IA, une intelligence artificielle a battu au Go. Alors, une IA, c'est vraiment une créature, quoi. Alors, ce serait plus correct de dire un robot, un algorithme. Déjà, on est un peu plus dans la précision de la parole. Un programme, voilà. Voilà. Donc, on deviendrait plus précis. Ensuite, pourquoi revenir à Alan Turing ? Parce que, je dis en 16... encore une fois, alors, est-ce que je peux m'expliquer par rapport à ce lapsus ? En fait, je parle de Turing, mais au fond, ce que j'ai en tête, c'est plutôt Descartes. C'est-à-dire, quand Descartes dit, en 1636 ou 1637, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pensant d'être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. » Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quelque chose qui vraiment va, selon moi, marquer une rupture. Ce n'est pas vrai, d'après moi, que l'évolution se fait depuis la nuit des temps, qu'on a commencé à chasser avec des peaux de bêtes et des arcs, et qu'on arrive avec l'intelligence artificielle. Cette vision-là, elle est un peu gentillette, mais elle gomme
le fait qu'à des moments, avec Descartes en 1636, avec la cybernétique, il y a quelque chose de fort qui apparaît et qui bouleverse et qui rend tout ce qui y est passé vraiment caduque. Lorsqu'avec Verdun apparaît la mitrailleuse, la machine à tuer automatique, tout ce qui s'est fait avant avec les lances, les arcs et tout ça, c'est complètement périmé. Et c'est la même chose, la technique, il ne faut pas la voir dans une espèce de continuité gentillette. Quand une technique apparaît, c'est le monde entier qui change dans sa totalité. Donc, méfions-nous des visions pacifiées de ces choses-là. La voiture autonome, sans doute, ça va apporter quelque chose de radicalement différent. Et de la même façon que l'automobile, ce n'est pas la suite du cheval, et que l'avion de chasse, ce n'est pas la suite de la brouette, quoi. Et donc, Turing, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. D'accord ? Je ne sais pas ce que c'est que la pensée, je ne sais pas ce que c'est que la conscience. Alors, moi qui suis un scientifique, donc je me place dans cette démarche cartésienne, je vais lever les ambiguïtés et je vous propose un jeu. Il ne dit pas test, il dit jeu. Et ce jeu, ça s'appelle jeu de l'imitation. Alors, c'est un jeu qui se passe en 2 temps. Le premier temps, il n'y a que 3 personnes humaines. Un examinateur, dont on ne précise pas le genre, un homme et une femme. L'examinateur doit jouer à déterminer qui est l'homme et qui est la femme. La femme est gentille, l'homme est méchant. Et il leur parle avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des SMS. Il n'a que des textes qu'il échange. Et l'examinateur doit poser des questions aux 2 interlocuteurs A et B, et avec ces questions, déterminer qui est l'homme et qui est la femme. Alors évidemment, il va commencer par dire est-ce que vous avez les cheveux longs, est-ce que vous utilisez du maquillage, tout ça. Mais ça ne sera pas assez pour déterminer qui est l'homme et qui est la femme, puisque la femme va dire peut-être moi je mets du maquillage, et l'homme aussi il va dire moi aussi je mets du maquillage, puisqu'il fait semblant d'être la femme. D'accord ? Et donc Turing explique que ça va mettre un certain temps, 10, 20, 30 minutes pour trouver qui est l'homme et qui est la femme, mais qu'à la fin on va arriver. Dire quel est le rapport avec l'intelligence artificielle ? C'est qu'il dit alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je remplace l'homme qui fait semblant d'être une femme par un ordinateur qui fait semblant d'être un homme qui fait semblant d'être une femme. Vous voyez le degré de récursivité du schéma. Et il dit, moi je vous propose la chose suivante, si jamais l'ordinateur peut jouer à ce jeu 20 ou 30 minutes de faire semblant d'être un homme qui fait semblant d'être une femme, sans que l'examinateur ne le trouve, alors je déclare que l'ordinateur est intelligent. Voilà. Alors, ce test a évidemment suscité de nombreuses critiques. En vérité, il a de bonnes raisons d'être là, parce que, vous voyez, il ne s'agit pas de déterminer qui est l'homme et qui est la machine, parce que ça, c'est en quelque sorte un peu trop simple. Mais plutôt de dire, est-ce qu'une machine peut imiter un homme qui a des intentions derrière, voyez ? Et il dit, je ne veux pas m'embarrasser avec des définitions trop philosophiques. Je dis que si l'ordinateur fait semblant suffisamment longtemps, il sera intelligent. On peut quand même se permettre de préciser qu'Alan Turing s'est suicidé parce que homosexuel et qui a été complètement stigmatisé et donc il a été poussé au suicide. Alors, je veux ajouter quelque chose. Autiste homosexuel, dit Véronique. Oui, alors je ne veux pas trop mettre d'étiquette, mais est-ce que vous savez que Turing, enfin vous devez sans doute savoir si vous avez vu toutes les célébrations qui ont lieu pour le centenaire de Turing. Turing est un héros de guerre en Angleterre, puisqu'il a réussi à décrypter, avec justement cette idée d'algorithme, à aider à décrypter les machines de cryptage des communications de l'armée allemande. Cette fameuse machine Enigma. Au-delà de cela, pourquoi c'est intéressant dans l'idée du suicide ? Parce que Turing va être accusé d'homosexualité. Enfin, il va avoir un procès pour son homosexualité. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que Turing, dans ses relations de travail, n'a jamais caché qu'il était homosexuel. Contrairement à ce que laisse penser le film et ainsi de suite. D'accord ? Alors, comment ça s'est passé ? Il y a eu un cambriolage chez lui et la personne qui l'avait invité chez lui a volé certains objets, dont une montre à laquelle il tenait beaucoup. Pour le coup, il a fait une déposition de police à la police, et la police lui a demandé que faisait cet homme, d'où vous le connaissez, etc.
bon, au lieu de dire, je ne sais pas, moi c'est un cousin ou c'est quelqu'un que j'ai rencontré n'importe quoi, il a dit, bon, moi je suis homosexuel et je n'ai pas à m'en cacher. Il a dit le truc. Et donc pour le coup, il tombait sur le coup de la loi. Et les raisons étant ce qu'elles sont, la police n'a pas enterré l'affaire et l'a poursuivi sous le coup d'une loi qui existait toujours. Pourquoi c'est important ? Parce que je pense qu'il n'y a pas que ça. On est en 1954, et en 1954, on est dans un contexte de guerre froide. Donc, derrière ça, il n'y a pas que l'homosexualité, il y a le fait que Turing, il est extrêmement fliqué, parce qu'on a peur qu'il révèle les secrets de guerre de la Deuxième Guerre mondiale au bloc de l'Est. Et je crois qu'il le sent et que ça aussi participe beaucoup à son suicide. Juste une petite... Il y a Joris qui veut dire un mot. Non, puis je vais après, juste revenir sur l'idée Je partage aussi avec Samuel l'idée que sur le doute sur le mot intelligence liée à artificielle, parce que je pense que, à mon sens, l'intelligence, c'est la capacité qu'on a à résoudre des dilemmes et des paradoxes, et pas du tout à calculer. Et donc, je crois que... par exemple, au théâtre, on parle souvent de tragédie. Alors, c'est quoi l'essence de la tragédie ? La tragédie, c'est par essence, c'est deux personnes qui ont raison. Donc, elles s'opposent et ont toutes les deux raison de leur point de vue. Et donc, c'est tragique. Parce que ça peut se résoudre que par la mort ou la disparition d'un des deux protagonistes. Et donc, à mon sens, l'intelligence, le paradoxe ou le dilemme, sont des choses qu'une machine, un algorithme, ne peut pas comprendre. Parce que elle est dans l'essence même de l'humain. Et que, donc, c'est là où on ne doit absolument pas avoir peur des machines, puisqu'il y a un endroit où les machines peuvent peut-être... mais jamais les machines n'auront la préscience du paradoxe, et par exemple de ce qui nous anime, nous, en tant qu'êtres humains, nos croyances ou la complexité de l'humain. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est que, par exemple, avec Bruno, en réfléchissant sur Zigmagora et le Stage City, on était amené à penser qu'est-ce que c'était que l'humain, c'est quoi, redéfinir l'essence de l'humain à partir du moment où on travaillait sur les algorithmes et les machines. Juste 2 secondes, Samuel. Joris, et après, on passera la parole à la salle. Joris, Samuel, à vous de voir. Organisez-vous. Ouais, c'est très rapide. C'était une question pour Nazim, parce que je trouve très intéressant ce que vous évoquez sur le fait qu'il ne faut pas penser que cette matière serait maîtrisable. Et la question qui me préoccupe, puisque je suis entièrement d'accord sur le fait que l'emploi d'intelligence artificielle est abusif et en même temps il est massif. Donc à partir du moment où un emploi d'un terme est massif, il devient ce qu'on est en train de définir dans la conscience collective et dans l'emploi courant et dans l'usage. Or, il y a une question qui me traverse, qui est liée à cette remarque sur c'est immaîtrisable. Pourquoi tout ce qu'on définit aujourd'hui comme étant relevant du registre de l'IA est en fait, au contraire, le reflet d'une volonté de maîtrise et de synthèse. Par exemple, si je prends l'exemple de la voiture autonome, quand on va présenter la voiture autonome, on va prendre comme argument la limite du risque de l'accident par une analyse globale comportementale et essayer de trouver des règles finalement qui pourraient régir le comportement de la voiture avec une limite de risque. Finalement, tout ce qu'on met aujourd'hui derrière l'IA est de l'ordre de la maîtrise et du contrôle. Vous repreniez tout à l'heure la définition d'intelligence artificielle en parlant de la difficulté de définir l'intelligence. À une table ronde à laquelle je participais avec Yves Citon, je trouvais très intéressant qu'il rappelle que intelligence c'était aussi renseignement. Et qu'aujourd'hui, est-ce que finalement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle n'est pas plus de l'ordre de l'information, du renseignement, du contrôle de l'information et du renseignement et de la manière dont on le synthétise, plutôt que ce que vous essayez essentiellement vous aujourd'hui d'évoquer, qu'avec cette profondeur-là de l'intelligence et de l'artificialité de cette intelligence. Mais c'est important en même temps de ne pas se laisser avoir par les mots marketing. On pourrait reprendre juste un autre exemple, le cloud.
c'est du marketing. On nous fait croire que c'est dématérialisé et on est en train de mettre tous les serveurs, les fermes de serveurs dans l'extrême nord de la planète tellement ça chauffe. Donc à un moment donné, il faut aussi, c'est important que nous, on fasse aussi ce travail-là de résistance à la fois sur les mots et sur certaines dynamiques qui nous semblent pas forcément les plus intelligentes, on va dire. Mais je voudrais juste aussi rebondir sur une chose précisément parce que tout à l'heure, tu parlais d'ambiguïté, de langage non ambigu. Et puis à l'instant, on parlait aussi justement de paradoxe, d'ambivalence, à cet endroit-là où justement il y a une difficulté de maîtrise et de calculable en quelque sorte. Et je pense que là se trouve aussi beaucoup l'humain. Donc je pense que les artistes sont en train de se mettre à un endroit qui est un endroit de négociation entre l'inquantifiable et le quantifiable et de ne pas chercher à résoudre la tension, mais plutôt de la mettre en œuvre et de la mettre en scène. Si j'essaye de résumer de façon... Enfin, il me semble qu'on est quand même beaucoup là-dessus et que cette tension-là, elle existe et il ne faut surtout pas penser qu'on va tout rabattre justement sur du quantifiable pour arriver à un monde lisse et hyper fonctionnel. Elle existe déjà dans le test de Turing, parce que pour aller plus loin que toi, Nazim, ce test de Turing, la première chose qui devrait sauter aux yeux quand on n'est pas dans cette perception de la mathématique et de la logique, c'est que c'est un humain observant une relation. Et ce qui est très important chez Alan Turing, c'est qu'il avait une difficulté à comprendre la relation. Il souffrait de difficultés sociales. Pour lui, c'était un exercice complexe de comprendre comment une relation se construisait, comment l'autre n'était pas lui. C'était très complexe pour lui. Or, le test de Turing, c'est observer une relation en train de grandir. Donc lui, il a estimé ça à 20 minutes, ce qui est évidemment extrêmement amusant. Et ce qui n'est pas du tout amusant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de s'imaginer que nous avons des relations avec des choses. Et ce ne serait pas grave si on était capable d'arriver à comprendre l'effet que ça a sur nous. Or, on n'est pas capable de comprendre l'effet que ça a sur nous. Et dans cette incapacité à maîtriser le monde, enfin, ce n'est pas nouveau. Enfin, il me semble qu'en ce moment, on a des problèmes d'écologie, des problèmes d'énergie terminés. Donc, ce n'est pas nouveau que nos techniques, outils, méthodes, nous n'en ayons pas la maîtrise. Ça ne veut pas dire que nous ne les avons pas fabriqués et que nous n'ayons pas la capacité d'en avoir conscience. On en a la capacité, on ne fait pas. Donc, à nouveau, pourquoi on ne le fait pas ? Alors, on va peut-être faire le temps de donner... Tu veux absolument... Juste une petite chose, c'était pour dire que vraiment on arrive au cœur du problème, c'est est-ce que toute chose est rationnelle, quantifiable, etc. C'est-à-dire, le drame d'Antigone, c'est qu'effectivement Antigone a la raison, Créon a la raison, et si Turing était là, j'aimerais bien savoir ce qu'il nous dit. Il nous dirait peut-être, alors faisons un test d'après combien de temps on peut savoir si c'est Antigone, etc. Et, ouais, non. Avec un non, mais là pour savoir, c'est ça. Ouais, mais alors, est-ce que ce monde numérique nous rend pas tous autistes à la fin ? Ce qui va pas, on va peut-être tous finir autistes. On va sortir de notre table ronde pour se tourner vers la salle, parce que sinon, est-ce qu'il y a des questions ? Parce que finalement, il y a énormément de choses qui ont été évoquées. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public ? Jean-Paul Hatton. Merci, salut. Bon, d'ailleurs, je voudrais féliciter l'intelligence naturelle qui a réuni ce plateau. Et c'est exactement le genre d'opinion complémentaire qu'il fallait pour bien discuter. Donc, félicitations, je ne sais pas à qui, mais à quelqu'un. Une intelligence naturelle, on dira. Alors, on pourrait parler pendant des heures, c'est magnifique. Alors, peut-être d'abord sur la définition de l'intelligence. Artificial intelligence, c'est ça, c'est pas intelligence artificielle. En américain, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Oui, elle parle américain, je sais aussi, bien sûr. D'ailleurs, je signale que la synthèse de la parole a été notamment faite dans le laboratoire de Véronique. C'est une spécialiste là, en face de vous. Donc, les doctorants et les jeunes docteurs qui, en 1950, tu disais, Samuel, ont fait cette école et ont créé le terme. Peut-être qu'il y avait un côté marketing, tu as peut-être raison, mais c'est pas sûr. Bon, il fallait un terme. Oui, mais on a repris le terme, si tu veux. De même qu'on a appris le terme réseau neuronal, qui est une escroquerie également, quand on devient. Bon, il faut savoir que au début, des gens comme McCarthy, donc les premiers, les pionniers en intelligence artificielle, avaient posé une conjecture.
mathématique, qui n'a toujours pas été démontrée d'ailleurs, qui est est-ce qu'on est capable de définir aussi précisément l'intelligence que l'on puisse l'implémenter sous forme d'algorithme? Est-ce que c'est vrai ou pas? Personne ne peut le dire. Cette conjecture n'a jamais été ni invalidée, ni validée. Donc on continue dans ce terme-là. Bon, je suis plein de remarques, évidemment. Quand même, je voudrais dire une chose sur l'hiver de l'IA des années 80. C'était pas un hiver si terrible que ça. C'était pas un mauvais hiver. Parce que je signale quand même que tout ce que l'on a dans Siri, dans ces machins-là, notamment les modèles de Markov cachés, puisque vous savez qu'en parole, il n'y a que ça qui marche, c'est pas de phonétique ou de la linguistique, ce sont des mathématiques. Ces modèles ont été inventés dans les années 80. C'est quoi un modèle de Markov? Un modèle de Markov caché, c'est ce qui est derrière la reconnaissance de la parole. Donc c'est un automate qui est capable, à partir de big data, on revient à partir de données, d'apprendre la façon dont on parle, de façon à reconnaître ensuite, j'ai bien dit reconnaître, et j'en redirai un mot dans un instant, de façon à reconnaître ce que dit quelqu'un. Donc ça a été inventé dans les années 80. Vous voyez que pour un hiver, c'est quand même pas mal, parce que si ça n'avait pas été inventé, eh bien, le fait de parler avec son téléphone n'existerait pas. Deuxième aspect, qu'est-ce que l'intelligence artificielle actuellement? C'est une seule chose, j'ai bien dit, ce sont des réseaux neuronaux avec beaucoup de couches cachées. Nazim sait bien qu'au Lauria, il y a 150 personnes qui font de l'IA. Il doit y en avoir 130 qui n'ont rien à voir avec les réseaux neuronaux profonds à couche cachée. Il n'y a pas que ça dans l'IA. Et pourtant, les médias se sont emparés de ça et on n'en parle que de ça. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'on fait maintenant des réseaux neuronaux qui ont un certain nombre de couches cachées. Et quand est-ce que la notion de couche cachée est arrivée? Dans les années 80. Donc vous voyez que pour un hiver, ça fait quand même deux choses importantes de l'intelligence. Véronique, tu veux dire quelque chose de plus? Oui, si tu veux. Moi, je comprends bien. Tu te rappelles, on cadrait des thèses Bah bien sûr, ça fait 40 ans qu'on se connaît de toute façon. Excuse-moi de te vieillir comme ça. Plein de jeunes gens n'étaient pas nés, c'est pour ça que c'est amusant. Ce qui a fait que nos systèmes ne marchaient pas et que les systèmes aujourd'hui marchent, c'est pas la technique. C'est les big data. Non, c'est les humains qui sont au bout des données. Ah. C'est big data, c'est les humains au bout des données. Ah, non, il y a les algorithmes aussi. Ah, non, il faut des données, c'est des humains. Et je pense qu'on ne parle pas avec son smartphone, comme le sous-marin ne nage pas. Je crois que nous fabriquons de la parole et que quelque chose de très artefactuel se passe. Mais moi, je ne parle pas avec mon smartphone. Ah, tu as tort. J'ai une illusion de parole. Alors, c'est bien que tu parles du smartphone, parce que je pense qu'il y a une illusion, véritablement, chez la plupart des gens, c'est que les gens parlent à leur smartphone via Siri ou autre, et croient que le smartphone comprend. Là, il y a un vrai problème. Parce que le système ne comprend absolument rien, bien sûr. Si vous lui demandez quelles sont les meilleures pizzerias de Nancy, il va te donner la meilleure pizzeria. Mais c'est pas qu'une pizzeria. Mais c'est un vrai danger. Parce que le public pense qu'on a affaire à des machines qui comprennent. Et qui donc. Est-ce que je peux donner un exemple, Jean-Paul? Années 80. Et moi, c'est pas mal le patron. Hein. Est-ce que je peux donner un exemple? Années 80, France Télécom ne comprend pas pourquoi un très très faible pourcentage service vocal interactif, vous rentrez, vous voulez connaître votre consommation, etc. On vous annonce que vous parlez à une machine. La synthèse n'est pas très bonne, on est loin des voix actuelles. Pourtant, un minuscule pourcentage de la population occupe un grand espace de communication. On enquête, on est face à des personnes en grand sentiment d'isolement qui savent qu'ils sont face à une machine, à aucun moment ils ont d'illusion, mais ça leur fait du bien. Aujourd'hui, 2018, on a des petits robots qui ressemblent ni à des humains ni à des animaux. On les met dans des appartements de personnes âgées, en grand sentiment d'isolement, grande souffrance. Ce robot ne fait que des bruits, même pas de paroles, mais c'est des bruits attachants qui créent de la relation. La manipulation pure de l'humain, c'est collecter sur de l'humain, de l'imitation du vivant, comme la peau de bête, mais façon big data, façon réseau de neurones. Donc on collecte le vivant, on essaye de comprendre un peu. On ne comprend pas très bien quel est fait. On manipule ces personnes âgées en souffrance. Elles ont beaucoup moins mal. Est-ce que réellement, elles pensent que c'est vivant? Alors là, la manipulation culturelle ou la sincérité culturelle, la sincérité économique, la sincérité scientifique, philosophique, est-ce qu'on laisse croire que c'est vivant, que c'est intelligent, ou est-ce qu'on explique que c'est de la pure manipulation et que ce n'est que le miroir d'eux-mêmes et que ce n'est pas plus que le miroir devant le membre manquant? Vous savez que si on vous coupe un bras, vous allez avoir très mal. Si vous mettez un miroir à la place de votre bras et que vous regardez le miroir, vous savez que c'est qu'un miroir, vous aurez moins mal. Est-ce que le robot, c'est la même chose? Est-ce que ça peut soulager une douleur de l'isolement?
et ramener l'humain ainsi à ne plus avoir besoin du miroir, c'est-à-dire à ne plus avoir besoin du robot. D'accord ? Ça, c'est une vraie question. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand les gens, nous on l'a testé, quand les gens ne sont pas en sentiment d'isolement, on a beau essayer de les manipuler tant qu'on peut, avec des algorithmes extrêmement puissants, qui manipulent merveilleusement bien des gens isolés, ça ne marche pas. Ils n'en ont rien à faire, on prend des coups de canne, on se fait jeter par le déambulateur, on n'y arrive pas. Donc la vraie question qu'on a, nous, quand on voit le développement des robots sociaux, qui sont une toute petite particularité de l'IA, mais qui ont le mérite d'être une tête d'iceberg, qui peuvent nous montrer qu'il y a quelque chose de profond sous la mer, c'est pourquoi certains d'entre nous, et pas que des personnes âgées dans des EHPAD, vont avoir envie de cette illusion. Voire même, pourquoi pas, on pourrait décider collectivement de croire que ça existe vraiment, d'avoir un vrai mirage. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors d'autres questions. Je redonne la parole à la salle. Ah. Est-ce qu'il y a un biologiste dans la salle qui pense que l'émergence de la vie, c'est mettre des molécules ensemble. Minsky disait des neurones ensemble, la conscience émergera, un des pères de l'IA. Est-ce que mettre ensemble des molécules, avec peut-être un éclair, comme dans Frankenstein, on va devenir vivant ? Les gens qui ont cloné de l'île à Breville, finalement, c'était comme de l'IA, mais façon génétique, ils n'ont pas dit qu'ils avaient créé le vivant. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ici pense que mettre ensemble des molécules humaines, ça crée de la vie ? Il y a quelqu'un devant, là. Il y a déjà celui qui fait réagir Minoïde, mais allez-y. Moi, je parle assez... Je vais essayer de pas tomber. Moi, je vais poser une question simple. C'est bien vos discussions, moi je suis, sur l'intelligence artificielle. J'apprécie surtout votre modestie. C'est-à-dire vous n'êtes pas parti du tout sur le fait que, comme disait Descartes, l'homme doit être maître et possesseur de la nature. Et donc, moi, j'apprécie cette modestie. Alors maintenant, à partir de là, je voudrais simplement poser la question suivante, à vous, messieurs, et au public. Estimez-vous, messieurs, pardon, madame, estimez-vous que les autres êtres de l'univers, et l'univers tout entier, soient intelligents ? Quand je dis tous les êtres, je simplifie un peu, les atomes, les molécules, les macromolécules, les plantes, etc., les êtres vivants, les animaux et nous, bien entendu. Je peux poser la question autrement. Si l'univers a créé des êtres intelligents comme nous, capables de créer, ou qui ont la volonté de créer des robots, des machines à intelligence artificielle, est-ce que l'univers serait doué d'intelligence ? D'autre part, j'ai d'autres questions. Je trouve que c'est quand même, malgré la pertinence de tous ces propos, j'allais dire, c'est un peu sévère et puis c'est faux. J'allais dire, vous n'avez pas assez le sens de la complexité, pourtant vous l'avez, à un certain niveau. Je veux dire ceci. L'être humain, puisqu'il est question de lui, c'est pas seulement un être doué d'intelligence, mais d'erreur. Je fais référence, bien sûr, aux penseurs de la complexité, Edgar Morin notamment. Bon, doué d'erreurs, d'illusions, etc. Bon, il y a un texte extrait du Paradigme perdu de la nature humaine qui est évidemment remarquable. Donc c'est un être aussi doué d'affectivité, c'est un être qui est capable d'être troublé, émotif, etc. Bon, je globalise en disant, mais c'est surtout un être qui se trouve face à ce qu'on appelle l'inconscient. Alors, est-ce que l'inconscient serait doué d'intelligence ? Alors, là, je simplifie, je suis obligé, mais pour provoquer un peu, alors que l'inconscient, on sait un peu, je dis bien un peu, Freud a défriché le terrain avec quel courage. L'inconscient, c'est quoi ? C'est des jeux de mots à la con. J'allais dire, si on veut le dire autrement, c'est de la sophistique. Alors là, on est face à des problèmes énormes, je vais arrêter, parce que si c'est de la sophistique, je me demande dans la sophistique quelle est la part d'intelligence. Bon, j'arrête là, mais je voulais vous montrer encore une fois
que je vous ai bien entendu, mais que je voulais élargir le problème, quitte évidemment à ce qu'on soit un petit peu perdu. C'est là que l'intelligence joue son rôle. Qui veut réagir ? Vous avez posé des questions radicales qui ont le mérite de faire penser. Ça secoue, ça secoue. On ne peut pas répondre facilement. Mais vous avez dit, vous êtes modeste, vous n'êtes pas comme Descartes. Attention, Descartes était très modeste. Quand il dit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Comme maître et possesseur, ça ne veut pas dire... Le comme a son importance, d'accord ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit en fait, si j'étudie avec méthode la nature, il n'y a pas encore l'idée d'atome, de tout ça, mais ça c'est justement post-cartésien. Je vais comprendre les lois mathématiques qui gouvernent la nature, et donc je vais pouvoir les utiliser comme si j'étais moi maître des choses, c'est-à-dire les diriger pour arriver à ces fins. Et on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est l'aboutissement du programme cartésien. Mais il y a chez Descartes non pas un impératif qui est donné à l'être humain, il y a quelque chose de secourable. D'accord ? Il ne faut pas oublier qu'en plus, chez lui, ce qui est marrant, Véronique, tu parlais des personnes âgées. Ce qu'on peut attendre de la méthode cartésienne de mieux, ce qu'il dit, c'est l'allongement du temps de vie et le fait que le corps sera déchargé de toutes les maladies. Ça nous va permettre de penser le monde tranquillement. Donc il y a quelque chose d'extrêmement enthousiaste chez lui. Alors on peut se demander pourquoi ça arrive à quelque chose d'assez cauchemardesque à un moment donné avec des personnes âgées qui interagissent avec des robots. Il y a peut-être eu un dévoiement. Il y a peut-être un dévoiement de ce qui était au départ, mais c'est pas là au départ. Voilà. Je ne peux pas te laisser parler de cauchemardesque. Je pense que le cauchemar, il est dans la tête de l'homme et dans la main de l'homme. Tu l'as dit, Joris. Soit ça ne sert à rien et c'est pas la peine qu'on fasse tout ce foin, soit on est vraiment sur une rupture. Je pense qu'on est sur une rupture, qu'elle est culturelle, peut-être cognitive, je l'espère. Auquel cas, il serait intéressant qu'on ne fasse pas comme on a fait toujours avec toutes les technos, qu'on attende que la catastrophe arrive, qu'on l'accompagne, que ce soit le meilleur. Quand Marie Curie avait du radium dans les mains, on a commencé à pédaler derrière scientifiquement pour comprendre qu'on va faire des mondes atomiques ou faire l'IRM. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, je vais juste vous répondre par le titre de 2 bouquins qui est fait par Antonio Damasio. Il a parfois fait des choses, parfois il les a bien répétées, mais enfin, peu importe. Il a écrit dans les années 90 un bouquin qui s'appelait « La raison des émotions, l'erreur de Descartes ». Plus récemment, il y a une dizaine d'années, Spinoza avait raison. Donc, c'est juste pour vous dire que le point de vue que vous évoquez, qui ferait un grand plaisir à certains physiciens, Étienne Klein n'est pas là, mais je pense qu'il serait assez content de rappeler que nous ne sommes, qu'une partie des objets. Je pense à des gens aussi comme Pascal Pic ou en anthropologie, en sociologie, ou à des gens comme Joël de René, qui est un des gens qui a promu l'épigénétique et qui a rappelé que nous ne sommes rien qu'un élément d'un système. Alors, effectivement, la notion d'intelligence, c'est juste un moyen d'interagir les uns avec les autres, et que nous ne sommes qu'une partie. Maintenant, que nous puissions avoir une conscience collective éveillée, parce qu'on a beaucoup parlé de la conscience de soi, mais là, vous êtes une centaine de personnes, vous êtes inscrits, vous avez fait un effort pour venir. Ça veut dire que c'est une démarche personnelle qui nous réunit collectivement. Donc, on est tous exactement semblables et totalement différents. On va l'exprimer d'une manière forte et instantanée quand on est artiste. On va l'exprimer d'une manière plus diffuse quand on est scientifique. Mais finalement, le temps, c'est quoi ? Tu disais vivre plus longtemps. Moi, j'ai connu une grand-mère qui ne voulait pas qu'on l'empêche de manger du sucre, qui voulait vivre finalement, peut-être à mon sens, moins longtemps, mais à son sens, tellement plus fort qu'elle estimait que c'était bien plus intéressant comme temps. Donc, ces choses-là sont des points de vue qui laisserait penser que la science serait indépendante des scientifiques, que la technologie serait indépendante des ingénieurs, qu'un ingénieur n'est pas une personne sociale intégrée dans un système économique, culturel, religieux, spirituel, artistique, etc. On n'est tous qu'une partie de notre monde social. Et d'ailleurs, moi, je reviens sur le test de Descartes de quelqu'un qui a beaucoup de mal à comprendre la conscience de soi et à le revoir chez l'autre. Le test de Turing. De Turing. Décidément, il y a... Descartes n'est pas mon ami, Turing un peu plus. Eh bien, c'est justement que, finalement, en voulant ramener, en nous laissant croire qu'il nous montre un objet, une machine et un humain et un autre humain, en fait, il ne nous montre que de la relation.
Il nous montre comment les molécules humaines participent à un grand matériau social et à quel point nous sommes bien inaptes biologiquement, technologiquement, scientifiquement, culturellement et même artistiquement à comprendre ce lien entre moi et nous tous. Je pense que c'est peut-être ce que le robot nous demande de faire aujourd'hui. Le robot, c'est nous qui l'avons imaginé, créé, fabriqué. Peut-être qu'il nous dit « Faites gaffe, les gars, regardez. Quelque chose se passe. Nous sommes en train d'être malades de quelque chose. Nous sommes peut-être en danger. Peut-être nous pouvons nous guérir nous-mêmes. Mais ouvrons les yeux. » Peut-être c'est ça. De toute façon, le débat... Pardon ? Ouais. J'ai entendu parler dans un coin, je ne voyais pas d'où ça venait. Donc, de toute façon, le débat du rapport de l'homme, de son corps, à l'intelligence, etc., c'est un débat qui a sous-tendu l'intelligence artificielle depuis longtemps. On approche quand même de la fin de nos discussions. Ah, une question. J'avais une question. C'est que, en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Mais personnellement, j'ai un peu de mal à m'imaginer ce que c'est. Parce que, au sein de notre formation, on fait un peu de programmation. Et la chose qu'on nous explique tout le temps, qu'on nous rappelle en permanence, c'est que l'ordinateur en face de nous, il ne réfléchit pas. C'est-à-dire que si on ne lui dit pas de faire quelque chose, il ne le fait pas. Et donc j'ai un peu de mal à m'imaginer, en fait, au fond, comment ça se passe quand un informaticien est derrière sa machine. Finalement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, est-ce que c'est juste d'essayer d'anticiper toutes les possibilités, toutes les situations auxquelles un robot pourrait être confronté, ou est-ce que c'est réellement lui apprendre à réagir dans une situation, à apprendre de nouvelles techniques qui n'auraient pas du tout été anticipées par celui qui l'a programmé? Je ne sais pas si... Tu vas, Joris ? Moi, ma réponse, elle va être très courte, mais c'est que je pense que, enfin, à travers tout ce qui a été dit, puis Samuel en a parlé tout à l'heure, c'est l'intentionnalité, l'illusion qu'on pourrait avoir, nous, usagers de cet objet fabriqué, qu'il y a une intentionnalité derrière et une intelligence. Et aujourd'hui, c'est ça qui se produit, et c'est là où, en tout cas, moi, c'est ce à quoi j'ai été confronté, moi, dans mon travail, quand j'ai écrit en travaillant avec des robots, finalement, plus que des intelligences artificielles, c'est-à-dire des chatbots, où j'ai entamé une correspondance avec une quinzaine de ces chatbots pour évoquer la question du théâtre, jusqu'à ce un de ces robots me réponde à la question « Est-ce que tu voudrais faire du théâtre ?» Ils me répondent « Oui, mais je suis assez classique dans mes goûts et j'aime 2 pièces en particulier, Le Songe d'une nuit d'été et La Tempête de Shakespeare. » Il se trouve qu'effectivement, quelqu'un avait entré dans la banque de données cette réponse et qu'il y avait une connexion qui avait été faite et que du coup, ce qui était dirigé vers moi donnait du grain à moudre à mon imaginaire, mais la nature même de cette intelligence que j'avais en face de moi, ou même le désir de poursuivre la conversation pour en faire une matière, ne venait évidemment que de moi et de la projection que je pouvais en faire. Et donc, j'imagine que c'est à ça que vous êtes confrontés, c'est-à-dire travailler sur des arborescences, des banques de données, des ordres de données à la machine, mais pour simuler une intelligence en direction d'un usager comme moi qui est un béotien. Voilà. Donc en fait, mais il y a peut-être d'autres, mais il y a vous pouvez certainement quand même d'autres vous choses. attacher à une chose, là, c'est de vraiment les notions clés qui sont manipulées. Dans ce que vous dites, il y a déjà des notions sur lesquelles il faudrait revenir. Par exemple, la notion d'autonomie qui a été abordée tout à l'heure, c'est la capacité à se nommer soi-même. Est-ce qu'une voiture va bientôt avoir la capacité à se nommer elle-même ? Vous parliez d'un ordinateur ne réfléchit pas. La question de la réflexion, donc, qui a à voir avec la conscience, c'est-à-dire n'est pas capable effectivement de se prendre lui-même comme objet, on va dire, un sujet qui se prendrait comme objet et qui, du coup, serait capable de se penser lui-même. Et ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, il y a des stratégies en termes de développement qui permettent de s'approcher de ça. Mais à un moment donné, on peut pas. L'homme peut devenir fou parce qu'il peut faire ça. Il peut faire une mise en abîme de la réflexion. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une non-finitude dans sa capacité à se penser et à penser. Et c'est ce qui peut amener, je crois, une forme de folie. Je crois que aussi, quand vous parlez de programmation, écrire à l'avance, ça c'est important. Peut-on écrire à l'avance
sans prévoir ce qui va se passer? C'est-à-dire, peut-on écrire à l'avance les conditions qui vont permettre d'agir dans le monde sans qu'on l'ait prévu? Et ça, c'est une stratégie qui est extrêmement importante aussi, évidemment, et qui amène sur autre chose, parce que dans votre présentation, c'est un peu biaisé. C'est que l'ordinateur, aujourd'hui, il y a la puissance de calcul, mais il dialogue avec le monde. À la fois, il y a les big data, qui effectivement sont très liés à l'intelligence artificielle, parce qu'on brasse des quantités d'informations énormes, ce qui permet d'être plus fin. Donc il y a les big data, mais il y a aussi, quand on parle de robotique, regardez, vous le prenez là derrière, il est truffé de capteurs. Il est truffé de capteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va essayer d'avoir, entre guillemets, une perception du monde pour lui permettre d'agir dans ce monde, ce qui est quand même très important et ce qui est la base de la cybernétique, le feedback. Le feedback est de l'apprentissage. Donc voilà, il faut retourner à des choses un peu élémentaires, mais qui permettent d'apporter des réponses aux questions que vous posez, en tout cas d'apporter des voies de réponse, parce que ce sont des questions complexes et que dans tout ce que je dis là, nous ne sommes pas sur de l'intelligence, mais nous sommes vers des tentatives qui veulent aller dans ce sens-là, et donc dans un sens qui permet en quelque sorte de percevoir le monde pour y agir. Pour compléter ce qu'a dit mon voisin, je vous conseillerais simplement, pour vous et pour toutes les jeunes personnes qui veulent essayer d'y voir clair dans ces questions complexes, vous voyez, là j'ai l'ensemble des articles écrits par Alan Turing. C'est un grand savant, mais n'ayez pas peur. Vous pouvez acheter pour 20 ou 30 euros, vous pouvez télécharger pas mal de choses sur l'Internet. Donc n'ayez pas peur d'aller lire les auteurs. Voilà. C'est bien d'aller lire Turing, de lire Wiener, Shannon, tout ça. C'est pas impossible. Vous comprendrez peut-être pas tout, mais vous comprendrez des choses et puis vous allez avancer petit à petit. Donc, on a besoin de repères très forts. Donc, au-delà, bien sûr, des études d'informatique que je vous conseille de faire à fond, etc., mais lisez les auteurs. Les scientifiques ne le font jamais, ça. Allez lire les auteurs originaux. Alors, il faut faire ce travail-là. Il faut faire ce travail-là. Et oui, Edgar Morin, c'est un des grands noms, par exemple, qu'on peut vous conseiller de lire, Edgar Morin. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle et on n'a pas beaucoup parlé de l'art, au fond. L'art a été esquivé et précisément, bon, c'est peut-être pas un hasard. Est-ce que l'art, c'est pas quelque chose qui résiste encore, le dernier terrain de résistance à la mathématisation de toute chose? Il y a une chose qui... tout à l'heure, tu as parlé de Philippe Cadic, mais si on prend Jules Vergne, en fait, l'artiste a toujours précédé le réel. En fait, les artistes imaginent. Finalement, c'est comme si ce que l'homme était capable d'imaginer, finalement, il était capable de le réaliser. Et là, dans le meilleur comme dans le pire, quoi. Voilà, quand les gens ont imaginé qu'on pouvait faire un gaz qui pourrait tuer des gens sans avoir à utiliser parce que la mitraillette s'était déjà dépassée. Hélas, il y a quelqu'un qui imagine, et c'est des brillants savants qui ont travaillé là-dessus, ils ont imaginé un gaz qui ensuite a été utilisé comme Zyklon, etc., pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que je pense que, hélas, l'artiste, et c'est là où l'artiste et le scientifique ont un champ commun, l'artiste est capable d'imaginer le meilleur comme le pire. Et donc, l'artiste, l'auteur, c'est pour ça que c'est très intéressant, toutes vos réflexions autour de la lecture et de la... Parce que c'est fondamental et central que tout ça soit articulé autour aussi de concepts tout simples, de philosophie élémentaire, que très souvent, à cause justement peut-être de l'apparition des smartphones, etc., on néglige toute cette part de formation humaine fondamentale dans la constitution des cerveaux, un travail philosophique de base élémentaire qui remet tout le monde à niveau sur un certain nombre de concepts et de valeurs qu'on a perdus ou qui sont évanescents ou sur lesquels on a... Alors, Joris comme moi, on travaille à remettre sur le champ du théâtre, remettre à plat ces concepts élémentaires, reparler de choses qui semblent évidentes mais qui pour certains sont sur des planètes inconnues et qui permettent aussi collectivement de monter le niveau philosophique. Alors, on s'approche quand même de la fin et juste voulais vous donner tout à l'heure en descendant... ouais, mais il va falloir qu'on
qu'on évacue, mais je voulais quand même vous dire qu'il y a, par rapport à ce que tu disais, il y a une citation en bas. C'est l'art est le plus beau des mensonges. Donc la science aussi certainement, mais dans des univers calculés ou calculables, que devient ce mensonge? Alors on va laisser la place à la dernière question, puis on va s'arrêter là. Qui voulait prendre la parole? Oui, bonjour. Ma question est à tout le monde, donc aux artistes et aux scientifiques. Je voulais savoir si à l'échelle nationale, européenne et mondiale, on avait aujourd'hui le recul pour identifier ou peut-être mesurer la place justement que les artistes donnent à l'intelligence artificielle. Si c'était le cas, est-ce qu'on a une idée de la place laissée aux spectateurs et visiteurs dans ces dispositifs? Et si dans les écoles, même les écoles d'art en France ou à l'étranger, cette question-là de l'intelligence artificielle était enseignée? Ce qui est évident, par exemple, ici à Nancy, d'ailleurs, ça sera le cas la saison prochaine avec l'école d'art de Nancy, on va travailler avec Julien Prévieux. Et donc Julien Prévieux proposera avec toute sa classe un spectacle utilisant des chatbox conversationnels, c'est-à-dire des ordinateurs programmés par des étudiants. Avant, ces étudiants faisaient des dessins, des écoles de peinture. Maintenant, ils étudient à programmer des ordinateurs pour utiliser des techniques pour faire des conversations entre robots et des conversations entre robots et êtres humains. C'est en soi une œuvre d'art. C'est 30 secondes, juste pour deux, trois petits constats très rapides. Le premier, moi je trouve, on a initié ce débat, donc c'est plutôt une bonne chose, et je trouve que ce qui est important, c'est que ce type de conversation puisse se développer de plus en plus dans la ville. Ça, c'est la première chose, que ça permet d'abord de faire fonctionner l'air entre vous et eux et nous, et donc il y a quelque chose qui circule et qui est plutôt rassurant. La deuxième chose, c'est que moi je trouve intéressant qu'il y ait un public jeune dans cette salle, en majorité, parce que c'est votre monde qui est en train de se construire ici tout de suite à l'instant même, avec les questions que vous soulevez, les réponses que vous apportez lorsque vous en apportez, évidemment, mais c'est fondamental que vous ayez ça dans le crâne. Troisième élément, c'est juste un point de détail très bête. Lorsqu'on parle de cybernétique, c'est en fait à Nancy que les choses se traitent en 1946 ou 48 avec Norbert Wiener. C'est là que se tient le premier congrès mondial de cybernétique. Donc vous voyez qu'il y a quand même des raisons de se satisfaire de temps en temps de petites choses à l'échelle locale, quoi. Et pour répondre à la question de Madame, de Pascal, donc vous êtes mieux placé que moi pour savoir où s'enseigne le monde à l'échelle européenne et nationale. Moi, je vois qu'à Nancy, c'est le cas, mais... Alors, je voudrais juste rebondir aussi sur ce que vient de dire Bruno, parce qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais c'est plus que le local de l'étape. C'est quelqu'un de très important qui est en partie oublié. C'est Raymond Ruyère, qui a été un des plus grands philosophes qui a pensé la cybernétique très très tôt, quasiment de façon contemporaine à Norbert Wiener, et qui l'a critiqué aussi très très tôt. Et donc c'est un ancien qui a enseigné à la fac de Nancy pendant de très nombreuses années. Et je pense qu'il faut rappeler ce penseur qui, comme Simondon aujourd'hui, est si utile aujourd'hui. Alors juste pour répondre à la demoiselle qui a posé cette question, en fait vous répondre, ça serait quand même déjà presque dangereux et présomptueux. Ça voudrait dire qu'il y aurait une sorte d'œil de Moscou qui fait de la veille sur l'ensemble des enseignements artistiques à l'échelle mondiale. Non, ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui dans les écoles d'art à travers le monde, avec cette idée aussi que l'art est relativement adiscipliné, voire indiscipliné, c'est que la prise en compte des techniques, des technologies actuelles, je crois, se fait de plus en plus aussi parce qu'il y a eu un changement générationnel, qu'on a tourner un peu la page d'une certaine attitude vis-à-vis des techniques comme celle qu'on avait dans les années 80 pour beaucoup, et un peu encore dans les années 90. Et donc, il y a eu une évolution de la relation entre les arts, les techniques et maintenant aussi les sciences. Donc, on voit du point de vue des arts, mais aussi du point de vue des sciences. Et ici, je vois que tu as apporté, Jean-Marc Lévy-Leblond, la science n'est pas de l'art, mais aussi la science dialogue avec l'art. On voit aujourd'hui de plus en plus de préoccupations sur la pluridisciplinarité pour affronter le monde complexe dans lequel on vit. Et je pense que la table ronde à laquelle nous avons été conviés aujourd'hui représente tout à fait cette dynamique. Oui. Et avec une information, c'est que
au moment où les scientifiques, les juristes, les économistes sont encore en train de réfléchir à des choses comme doit-on donner le statut de personne électronique à un robot? C'est un projet de loi européenne qu'on a eu un mal de chien à dégommer. Une première fois, il est revenu, on revient de le dégommer, mais on est si peu nombreux à le dégommer. Sans qu'un débat citoyen soit lancé par les gens qui devraient le faire, les politiques, les scientifiques, les technologues, les fabricants de techno, alors que dans le même temps, il y a sans cesse à la fois des débats et des œuvres. Artefact en est une preuve magnifique, mais j'en vois de multiples partout. Ce sont les artistes qui, en permanence, avaient déjà anticipé ce débat citoyen, envoient les idées, déclenchent le raisonnement, parce que je suis sûre que parmi vous, vous n'êtes pas très au courant du fait que Google, etc., ont un projet de génération auprès de vous, de l'enseignement des règles, de décision des règles éthiques, du bon usage de l'intelligence artificielle et de la manière dont nous serons éduqués. Et vous ne savez peut-être pas que ce projet de loi électronique, personne électronique, statut donné à un robot, personne électronique, vous voyez bien l'aberration que ça signifie. Je suis sûre que vous ne savez pas que vos députés, que nous avons élus, etc., partout en Europe, sont en train d'y réfléchir. Vous ne vous êtes pas entéparés du secteur parce que nous n'avons pas fait notre boulot. Les artistes le font, le clamor est fort, et oui, ça s'enseigne dans certains endroits, de manière, je m'en réjouis, non organisée, totalement émergente. Moi, je participe à la construction d'une maison de la création et de l'innovation dans laquelle on va enseigner l'éthique, la réflexion, etc., des effets de l'IA sur nous et comment on peut entraîner les citoyens. Et ce sont bien les artistes qui, ça n'est pas un hasard, ça a toujours été le cas pour les mouvements, pour les ruptures motrices, sont là. On va donner le mot de la fin à Joris, un artiste. Non, mais en fait, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Samuel, parce que il y a quelque chose qui même si le regard change, les pratiques changent, les usages changent, sur la question de l'émergence d'œuvres plus hybrides, il y a quand même derrière quelque chose, une question qui se pose toujours. Et si j'observe juste la question du spectacle vivant, qui est le domaine que je connais le mieux, c'est que la reconnaissance du statut d'artiste pour certains créateurs qui viennent de filières plus techniques tarde à être réellement manifeste. C'est-à-dire que dans le spectacle vivant, on ne doute pas que l'interprète, le comédien va être un artiste. On ne doute pas de l'auteur, metteur en scène comme étant artiste. Or, aujourd'hui, dans nos pratiques courantes, un technicien qui crée, qui programme, qui participe à la fabrique d'une création, par exemple, a un statut au quotidien d'alter ego avec les autres corps de métier à l'œuvre et en création. Mais ce statut-là n'apparaît pas. Et c'est vrai que c'est un enjeu qui, je pense, passe par la formation, par l'intégration dans les écoles de logiques, de formes, de fabriques et de productions différentes. Ce qui n'empêche pas, je ne veux pas aplanir le débat et le simplifier en disant, comme on peut l'entendre parfois dans certaines tables rondes, est-ce que coder, c'est écrire? C'est pas tellement ça ma question, mais c'est que tant que cette reconnaissance-là d'un statut d'artiste chez les techniciens ne sera pas plus forte et plus formelle, on n'arrivera pas suffisamment à avancer sur le développement de l'écriture en général et de la dramaturgie et de la production de sens en partant des techniques. Or, aujourd'hui, et je dis aujourd'hui, mais en même temps, je pense qu'à toute époque, ça a été le cas. Vous parliez tout à l'heure de révolution, quand la voiture autonome apparaîtra, peut-être ça sera quelque chose qui sera une transformation radicale. En art, il est arrivé très régulièrement, et dans le spectacle vivant encore une fois en particulier, que des pionniers qui font évoluer complètement la forme ne viennent pas du sérail du spectacle vivant, mais au contraire d'autres genres. Et cette chose-là, peut-être qu'elle tarde un petit peu à être nommée. Ok, merci. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous, merci aux 5 intervenants de la table ronde. Et puis, il y a moyen de discuter encore après et au-delà. Les réseaux sociaux et autres bidules nous permettent toujours de rester en contact et d'échanger. Merci à tous.